Dimanche 24 mars 2019, bienvenue aux informations de la soirée. Les femmes progressistes se sont réunies hier pour célébrer la journée internationale de la femme. Occasion pour elles de s'approprier les tests du parti et s'informer du processus d'adhésion en ligne à l'Union progressiste. La question de l'inclusivité des prochaines élections législatives était au cœur de le débat de ce dimanche 24 mars 2019. Les invités de Latifou Boni se sont prononcés sur la mission de recherche du consensus confiée à Maître Adrien Oumbedji. Et puis, le ministre du Cadre de vie et du Développement durable était ce vendredi en mission de supervision des travaux d'asphaltage dans la cité des Koubourou. Au total, 8 sites ont été visités par José Didier Tonato et sa délégation. Voilà pour le sommaire. On ouvre cette édition par la victoire des écureuils qui ont pris le dessus sur leurs adversaires, les éperviers du Togo, par un score de 2-1. L'équipe béninoise de football se qualifie ainsi pour la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019 après 9 ans d'absence. Actuellement, dans les rues de Cotonou et dans les autres villes du Bénin, c'est l'euphorie de cette qualification qui anime les amoureux du ballon rond. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. On poursuit ce journal. Les femmes de l'Union progressiste se sont réunies dans la matinée de ce samedi pour célébrer la journée internationale de la femme. Elles ont profité de l'occasion pour s'approprier les tests du parti et s'informer du processus d'adhésion en ligne à l'Union progressiste. L'événement qui a eu lieu à l'Infosec de Cotonou a connu la participation du ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Reportage sur les images de Jean-Marie Quedelou. Ces femmes progressistes sont venues de plusieurs communes du Bénin pour célébrer la journée internationale de la femme autour du thème « Femmes progressistes sur le terrain, démarquons-nous ». À travers cette thématique, elles veulent de par leurs actes faire la différence, mais également échanger sur tout ce qui concourt à défendre les droits de la femme. J'aime rappeler que nous avons encore des mariages forcés de petites filles, de filles à peine entrées dans la puberté, de filles parfois même pas encore entrées dans la puberté et qui subissent des viols à répétition. Je voudrais qu'on ait une pensée pour toutes celles-là, mais aussi pour celles qui quand même ont tout transcendé, quel que soit l'endroit où elles se trouvent sur le continent, celles qui ont su braver toutes ces pesanteurs socio-culturelles pour s'affirmer en tant que femme. Il y en a beaucoup. Nous avons ici au Bénin les Amazones dont le sang coule dans nos veines. Et on se rend compte que la femme béninoise particulièrement se distingue en cela par son courage, par son abnégation. Et je pense qu'il est vraiment très important que pendant cette période-là, justement, nous réfléchissions sur un certain nombre de choses, mais que nous nous mettons ensemble pour apprendre également. Avec le savoir, nous avons le pouvoir. Au cours de la rencontre, elles se sont appropriées les tests fondamentaux de leur parti, Union progressiste. Au-delà de leur engagement aux côtés des tests, l'accent a été mis sur le langage qu'elles doivent observer sur le terrain. Convaincre chaque Béninois et chaque Béninoise de ce qu'il est normal qu'en période électorale, qu'il puisse avoir une certaine tension dans le pays, mais que cette tension ne doit pas nous inscrire en fait dans une crise ou dans l'impasse. Et donc, il faut que nous ayons ces langages pour que nous puissions être au devant des choses dans le pays. Commencer l'une des formations du parti par les femmes est un acte que salue le représentant du président du parti qui est revenu sur la nécessité aux femmes progressistes de se démarquer. Démarquons-nous. On doit faire la différence entre vous et les autres. Dans vos comportements, dans votre quotidien. On dit, ah, ces femmes-là, ah, c'est les progressistes. Elles sont différentes des autres. Elles sont différentes de ce qu'on entend, ce qu'on voit. Ça, c'est important. Et par les temps qui courent, quand on est la lumière, on ne met pas ça sous le boisseau. Hein? C'est sur le lampadaire. On doit vous voir. Vous devez être visible. Démarrer l'une de nos formations par celle de nos mères, de nos épouses, de nos filles. Et on sait que quand on gagne ça, on a gagné tout. On a gagné la République. On a gagné la démocratie. Nous n'avons pas besoin de faveur parce que nous avons de la valeur. Si chacune ici veut mettre sa valeur en relief, je crois que
nous pouvons dire déjà que nous avons gagné des batailles. Nous devons également, à l'image du baobab, être utiles partout où nous passons. Et nous avons entendu ici, nous devons également servir d'exemple. Le processus d'enregistrement en ligne des membres de l'Union progressiste a été l'objet d'une communication pour permettre à tout progressiste d'entrer en possession de sa carte de membre. Après la formation, les femmes progressistes ont fait part de leurs impressions. Elles se réjouissent de cette formation qui leur donne de la valeur et leur permet de concilier la vie politique à celle de ménage. Écoutons-les. Ce n'est pas que pour la fête. Nous avons assisté réellement à une formation. Quand on nous invite à nous approprier les textes et lois de notre parti, je peux dire que c'est une première. J'étais très émue à la fois et satisfaite. Nous avons été à une école et si vraiment les organisateurs, les organisatrices pouvaient répéter cette expérience, ça va nous aider. J'ai eu des formations sur le leadership, mais aujourd'hui, c'est la connaissance politique que j'ai reçue. C'est de se faire connaître dans son milieu. Ce n'est pas de par notre habillement, de par notre élégance, non, mais de par nos activités. De vrais activistes, pas activistes sur Facebook et WhatsApp, non, mais aider ces femmes à s'approprier ce que c'est que la politique. Comment la femme doit faire la politique. Une femme mariée, comment est-ce qu'elle doit faire la politique. Pendant des semaines, des mois, nous avons bâti des choses. Et c'est ça qui est en train d'être mis en place. Des plans de formation, c'est prévu, des formations sont prévues dans notre statut, dans les règlements intérieurs. On a prévu ça. Maintenant, c'est conçu. Et là, c'est à l'actif de ceux des membres qui ont suivi pendant des mois pour bâtir ces modules-là qui ont commencé par être déroulés. Et j'en suis très fière. Et je suis fière, d'autant plus fière que ça, le premier module commence par les femmes. Et cela dénote de l'attention que les membres fondateurs de l'Union progressive accordent à la gente féminine. Cela montre que les choses vont changer dans notre pays et que les femmes vont prendre la place qui doit leur être réservée. Nous n'avons pas de ces informations. Nous avons appris quelque chose de plus aujourd'hui. Nous avons appris à prendre notre place dans la politique. Et nous devons avoir la vision du parti. Et nous devons être à l'image du parti. Une femme, elle est mère, elle est éducatrice. Et la différence est que si nous voulons agir politiquement, nous devons agir selon les textes du parti. Nous n'allons pas agir en tant que personne, puisqu'on nous a dit d'être à l'image du parti. Tout ce que nous devons faire, les actes que nous devons poser, doivent incarner notre parti politique. Et nous devons être un exemple sur le terrain. Le débat politique de ce dimanche 24 mars 2019 s'est penché sur la question de l'inclusivité des prochaines élections législatives. Un point a été également fait sur la mission de recherche du consensus confiée à Maître Adrien Ngwedi, laquelle mission est ici diversement appréciée par les débatteurs. Le président a annoncé à ses collègues qu'à l'étape où il a déterre, le reste appartient désormais à la plénière. Mais par rapport à la mission que le chef d'État a confiée, ça va se jouer entre le président de l'Assemblée nationale et le chef de l'État. Hein? Là, on est en plénière, on est au niveau de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale a fait les démarches qu'il faut et ça remet désormais à la plénière. On peut dire quand même qu'à son niveau, il a fait ce qu'il devait faire et effectivement, quand on arrive à ce stade, ça va au niveau de la commission des lois et ça va à la plénière. Et il peut effectivement aller dire pour ce que officiellement moi je dois faire, je l'ai fait. Maintenant, tant que la situation est ce qu'elle est, on peut dire que la mission n'est pas terminée, en fait. Moi, j'ai l'impression que le président de l'Assemblée a été dépassé par les événements. Et qu'il jette l'éponge. Et qu'il est simplement en train de jeter l'éponge. C'est ma lecture. Pour aboutir au consensus, les invités de Latif Ouboni n'ont pas manqué de faire quelques propositions. Suivons plutôt.
il nous faut regarder les dates que nous avons, puisque l'atmosphère générale rejette la révision de la Constitution. Regardez cette date-là pour que nous puissions rétrécir des délais. On a déjà fait des choses dans ce sens, dans ce pays-là. Aller aux élections, malheureusement, parfois sans campagne électorale, c'est déjà arrivé. Je dis bien malheureusement. Ce n'est pas bien que nous répétons des erreurs, mais il nous faut être vraiment dans la grande anticipation pour éviter que les mêmes failles de l'histoire se remettent devant notre nez. Je pense qu'il faut que tous ceux dont les paroles peuvent peser puissent le faire. Le chef de l'État, une fois encore lui, a donné l'exemple de ça. Donc que cette consultation se fasse. Maintenant à l'Assemblée nationale, à la plénière là, moi je souhaite entendre beaucoup les députés du bloc républicain et de l'Union progressiste. Pourquoi? Pour que un autre match ne soit pas prévu, un autre débat ne soit pas prévu après ça. Oui, nous avons des représentants au Parlement que nous savons complètement responsables, complètement préoccupés par l'aboutissement au milieu des intérêts de la population, du processus qui est engagé. Encore qu'il faille que les conditions soient créées et que chacun joue sa partition. Nous allons passer ce processus-là, nous aurons des élections apaisées, nous allons avoir un Parlement renouvelé. Un extrait proposé par Clovis Brice Afoukou. Et on poursuit ce journal. En prélude à la phase pilote de mise en œuvre du projet Assurance pour le renforcement du capital humain H, le recensement des pauvres et extrêmes pauvres a démarré depuis le jeudi 14 mars 2019. Le ministre de la Santé et son collègue des Affaires sociales sont descendus sur le terrain pour s'enquérir de l'évolution des enquêtes et des difficultés rencontrées par les enquêteurs et contrôleur. Marianne Bossemede, René Arossi. Nous sommes ici au quartier Agomé-Fongbo dans l'arrondissement d'Akasato où s'effectue depuis quelques jours le recensement des ménages pauvres éligibles à l'assurance pour le renforcement du capital humain Arche démarré depuis le 14 mars dernier. Une délégation conduite par le ministre de la Santé et son homologue du ministère des Affaires sociales s'est rendue dans la commune d'Abomey-Calavi pour s'enquérir de l'évolution de l'opération. Il y aura la prise en charge des pauvres extrêmes, des pauvres non extrêmes. Et nous avons besoin de les identifier, de savoir qui sont ces pauvres. En réalité, il faut toucher du doigt et les recenser. Ce recensement est lancé et c'est ça que nous sommes venus superviser pour voir ce que les agents recenseurs font effectivement sur le terrain, s'ils font bien leur travail et s'ils atteignent vraiment les couches que nous espérons. Loin d'être un simple recensement de ménages, cette enquête offre la possibilité aux enquêtés de se faire identifier au RAVIP. Est couplé en même temps comme un rattrapage du RAVIP. Donc il y a en même temps les enquêteurs du RAVIP qui accompagnent cette équipe qui recense pour le ciblage des pauvres et des extrêmes pauvres, pour qu'on puisse arrimer ces individus en même temps dans la base du RAVIP. Ainsi, ils pourront détenir après leur carte qui va donner accès effectivement à tous les services comme cela avait été déjà dit lorsqu'on faisait l'enquête RAVIP. Mais cette enquête des pauvres et extrêmes pauvres n'est pas sans difficulté et les autorités à la base se mettent à contribution afin qu'à terme l'opération PMT RAVIP soit une réussite. On observe quelques réticences encore sur le terrain à nous appuyer, que les élus considèrent que c'est pour le bien de leur population que l'activité est en train d'être menée et qu'ils accompagnent fortement. Des populations, nous attendons la spontanéité à présenter les documents demandés par les enquêteurs et à apporter les informations nécessaires pour faciliter leur éligibilité au programme d'assurance maladie du projet Arche. Tous les élus locaux, tout le conseil communal se mettra dans la balance, dans la danse, pour que réellement ce projet ne soit pas un échec, mais plutôt une réussite.
L'enquête se poursuit jusqu'au 29 mars 2019 dans le sud. Dans le centre, l'opération se fera à Glazoué et Dassa, dans le nord à Djougou, Kopargo et Waké, avant de s'étendre aux autres localités du Bénin. Rendons-nous à présent à Parakou. Le ministre du Cadre de vie et du Développement durable y était ce vendredi. Il est allé constater le niveau d'évolution des travaux d'asphaltage. Au total, 8 sites ont été visités par José Didier Tonato et sa délégation. Fidèle Ezimbaba et Félix Lamandoucelo pour le compte rendu. C'est une forte délégation qui a sillonné les différents chantiers en cours à Parakou dans le cadre du projet asphaltage. Avec en tête de délégation le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, José Tonato, c'est tout un parcours digne d'un marathon qui a permis d'aller constater le niveau d'évolution des travaux. Le laboratoire est la base de l'entreprise Sino Hydro. Le site d'asphaltage de Ladi Farani, celui de Guéman, de Dépôt et de Bundaru ont été tous visités. Les populations qui sont les premiers bénéficiaires se réjouissent du projet. Nous remercions d'abord le chef de l'État et son gouvernement par le projet PAG. Nous, notre quartier ici était un quartier inondé. C'était inhabitable. Mais par la force des choses, par le pouvoir central, je crois qu'au nom de la population de Bundaro et à mon nom propre, je ne sais pas comment remercier le chef de l'État et tous ses services déconcentrés. Le niveau d'évolution des travaux se révèle très satisfaisant, même s'il y a quelques difficultés qui seront très vite surmontées. Le taux d'exécution par rapport au WIRE pris en compte pour cette première phase d'asphaltage est de 42% au niveau du taux d'exécution physique. Notre impression générale sur ce projet-là à Parakou, il est, on peut dire, le plus avancé. Donc le plus avancé malgré qu'il y a certaines difficultés. Le projet asphaltage est donc bel et bien réalité dans la ville de Parakou. Ceux qui parlaient de schéma, de plan, vous avez vu, l'asphaltage a une réalité à Parakou et ça a transformé la vie des populations. Donc on n'a pas besoin de parler. On a des marchés en construction, on est parti sur un marché, vous avez vu ça là-bas, on a des marchés en construction, on a la seconde phase qui va démarrer bientôt. La délégation en a profité pour visiter le site devant abriter très prochainement le marché de Amaouion. Parakou sera donc dans quelques semaines une ville entièrement transformée et il faut s'en réjouir. Nous avons de réels motifs de nous réjouir de ce que nous avons constaté sur le terrain. Parce que les travaux évoluent normalement. C'est vrai que par endroits nous avons eu quelques appréhensions, mais nous avons eu l'assurance de l'entreprise Sino Hydro. Ce que nous avons vu à Parakou est que le projet se mène assez bien. Sur les 9 villes, c'est le taux de mise en œuvre le plus élevé. Nous approchons les 50%, même si nous avons un temps consommé de 70%. Quand vous circulez dans Parakou aujourd'hui, vous vous rendez compte que la ville est déjà transformée. Imaginez, quand on sera ici dans 6 mois pour réceptionner la première phase du projet asphaltage, imaginez-vous dans quelle situation Parakou sera. Plus l'éclairage public, plus les équipements de sécurité, à savoir l'aménagement des carrefours en feu tricolore, la signalétique horizontale et verticale, tout ce qui concerne les espaces verts et le mobilier urbain aussi, c'est-à-dire les banquettes, les poubelles et tout ça. Le ministre a mis un accent particulier sur l'entretien des ouvrages de la part des populations quand ils seront terminés afin que l'on puisse en profiter pendant longtemps. Voilà qui referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.